site de France Stratégie. Donc, nous sommes heureuses de vous accueillir pour cette réunion autour de la transition écologique et de l'évolution des métiers et des compétences. Donc, cette réunion est l'occasion pour le réseau des Cariforef de présenter les premiers résultats de l'expérimentation de 12 mois qu'ils ont piloté avec le concours de l'Observatoire national de l'économie verte et avec le soutien du Haut Commissariat aux compétences. Donc, on va se présenter rapidement. Je suis Eva Tranier, donc chargée d'études au département Travail, Emploi, Compétences de France Stratégie. Et je suis accompagnée de Marianne Diam, qui est chef de projet Emploi Compétences et responsable du réseau Emploi Compétences. Donc, c'est dans le cadre de ce réseau que s'inscrit cette réunion thématique. En quelques mots, pour vous présenter le réseau, c'est un espace de dialogue et de production d'expertise. Et sa mission est de renforcer notre capacité collective en matière d'observation et de prospective sur les évolutions des emplois et des compétences. Donc, ces réunions thématiques ont été mises en place par le réseau Emploi Compétences afin de répondre à une demande d'échanger plus souvent. Et ces réunions prennent donc la forme de rencontres sur une question ou un sujet souvent d'ordre méthodologique. Et elles sont pilotées donc à chaque fois par un membre du réseau, mais toujours avec le soutien de France Stratégie. Et elles sont l'occasion d'une mise en commun de réflexion, de pratique, de retour d'expérience, d'échanges et de débats autour d'une publication, d'un questionnement ou d'une expérimentation, ce qui est le cas de notre réunion aujourd'hui. Donc, pour cette réunion, Ludovic Bertrand, directeur du réseau des Cariforef, a été à l'initiative de cette réunion et nous le remercions. Nous remercions également l'ensemble du réseau des Cariforef qui interviendra et qui a organisé la réunion de ce jour. Et on remercie également les entreprises qui ont été interrogées dans le cadre de cette étude et qui ont accepté d'intervenir pour illustrer au mieux l'impact de la transition écologique sur les métiers et les compétences. Je fais un dernier petit point sur la manière de fonctionner. Peut-être que chacun peut peut-être se renommer avec le nom de son organisation pour que ce soit plus facile de vous identifier au moment, à la fin de la réunion, quand on aura le temps de questions-réponses. Donc, on aura ce temps d'échange à la fin de la réunion, à la fin des présentations. Et vous pouvez aussi poser vos résultats, vos questions, pardon, sur le chat si jamais vous avez des problèmes de compréhension. Et comme je le disais au tout début de mon introduction, un replay de cette réunion sera disponible sur le site de France Stratégie. Je laisse maintenant donc la parole à Cécile Réveil-Dongradi, qui est chargée de mission au réseau des Cariforef. Vous avez le micro coupé, Cécile. Oui. Là, c'est mieux, normalement. C'est bon. Bonjour à tous. Merci encore de nous avoir invités pour venir présenter cette expérimentation. Donc, j'excuse mon directeur Ludovic Bertrand qui ne pouvait pas être là, et aussi Sophie Margontier qui a changé de fonction et qui donc ne pouvait pas être là non plus. Donc, je vais faire une très courte introduction et puis ensuite je vais laisser la parole à mes collègues. Donc, le plan d'investissement dans les compétences qui a été lancé en 2018 traduit la volonté du gouvernement d'accompagner et d'accélérer le développement de la formation professionnelle afin de répondre aux besoins des territoires et d'accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi. Donc, ce plan, il était décliné en pactes régionaux qui visent notamment à répondre aux évolutions de compétences nécessaires aux secteurs spécifiques dans les régions, ainsi que celles permettant aux territoires de participer pleinement aux transitions numériques et écologiques en cours. Donc, le Haut Commissariat aux compétences, dès 2019, a identifié que le suivi de la formation était quand même assez compliqué, notamment en lien avec la transition écologique. Et c'est la raison pour laquelle, concomitamment à l'orientation sectorielle qui avait été impulsée dès les premières rencontres annuelles des pactes régionaux, le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion a choisi de soutenir un projet d'expérimentation sur ce sujet. En fait, jusqu'à maintenant, les métiers et les formations en lien avec la transition écologique ne sont mesurés au niveau national qu'à partir de méthodologies qui sont basées sur l'utilisation de statistiques publiques. Et on est bien content de les avoir. Malheureusement, la mobilisation de ces données oblige à se confronter aux nomenclatures existantes et à se limiter aux sources disponibles.
Et cette approche, bien que nécessaire, conduit de fait à quelques fragilités et cela rend parfois très difficile la déclinaison régionale de l'observation de l'emploi. Donc, ce projet d'expérimentation, il a été proposé et piloté donc, par l'association du réseau des CARIFOREF, avec le concours de l'Observatoire national des emplois, des métiers de l'économie verte, donc l'ONMEV, et avec le soutien du Haut Commissariat aux compétences. Et il visait justement, ce projet d'expérimentation, à tester de nouvelles approches et à déterminer si, en fait, on pouvait faire une observation qualitative et territorialisée qui permettrait de mieux rendre compte des besoins en compétences et leur transformation en lien avec cette transition écologique. Donc, il y a eu un appel qui a été fait auprès de régions pour savoir si certaines se portaient volontaires, et les régions Centre-Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire sont les 3 régions qui ont été retenues pour que soient déployées ces expérimentations. Donc, ce projet, il place les branches professionnelles et les entreprises régionales au centre de l'analyse, avec un intérêt tout particulier pour les secteurs prioritaires du plan de relance et les activités spécifiques aux régions. Donc, cette approche méthodologique, elle a été testée et elle se base sur des échanges avec les acteurs économiques du territoire et l'observation sur le terrain. Donc, pour chaque secteur sélectionné, dans une démarche purement qualitative, la méthodologie a consisté à interroger les OPCO, les branches professionnelles, les pôles de compétitivité représentés sur le territoire, ainsi que des entreprises, mais mes collègues vont y revenir un petit peu plus précisément. Donc, on espère que les résultats puissent contribuer notamment à aider à construire un répertoire de compétences en lien avec la transition écologique sur les territoires, à identifier les formations qui concourent à la transition écologique, qui était en fait le centre et le cœur de cette expérimentation, et puis avec l'ONMEV, à essayer d'amender la nomenclature actuelle sur les métiers verts et verdissants. Donc, ce projet, en fait, il a été mené sur des temporalités un petit peu différentes, sur 12 mois sur la région Centre-Val de Loire et 11 mois sur les régions Normandie et Pays de la Loire. Et donc, voilà, on a essayé de voir sur le terrain comment on pouvait avancer. Donc, ce sont ces premiers résultats de cette expérimentation qui vont vous être présentés aujourd'hui par nos 3 chargés d'études. Donc, Guy-Stéphane Akanza pour la région Centre-Val de Loire, David Chen pour les Pays de la Loire et Fanny Decaux pour la Normandie. Et comme l'a dit Eva, nous avons aussi la chance d'accueillir aujourd'hui 5 entreprises qui ont non seulement accepté de répondre à nos questions, voire même d'accueillir nos chargés d'études pour des observations sur le terrain, mais qui ont aussi accepté d'être présentes aujourd'hui pour présenter les métiers. Et vraiment, je les en remercie chaleureusement. Donc, nous avons Monsieur Franck Dagnou, cofondateur de l'Ecrouvis, Arnaud Gommel, directeur des ressources humaines chez Siemens Gamesa, Xavier Lebeau, président, directeur général de Marcoret, Ludivine Coquelin, chargée de mission au sein des ressources humaines chez Suez France, et Anthony Moreau, exploitant agricole au GAEC de La Rochelle. Et je vais laisser la parole maintenant à mes camarades. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc juste quelques éléments de cadrage sur cette étude. Dès le début de l'étude, nous avions émis une hypothèse qui constitue aussi aujourd'hui, dans le cadre de cette webconférence, le fil rouge. Finalement, l'hypothèse finalement que la transition écologique pouvait avoir un impact différencié sur l'évolution des métiers et des besoins en compétences selon les territoires et surtout selon les spécificités du territoire, qu'il s'agisse notamment des acteurs qui composent ces territoires, du tissu économique, des savoir-faire locaux ou encore des politiques publiques régionales. Comme évoqué par Cécile, nous sommes donc allés sur une démarche vraiment qualitative. Nous sommes partis à la rencontre des entreprises de nos régions respectives au travers d'échanges et de journées d'observation sur le terrain pour mieux comprendre concrètement, de façon très opérationnelle, en quoi la transition écologique les impacte par le prisme métier, compétences et formation. Donc on a regroupé les métiers selon 3 trajectoires potentielles, selon nos hypothèses, 3 catégories. Une première catégorie de métiers pour lesquels nous n'avons pas identifié d'évolution de leurs besoins en compétences en lien avec la transition écologique. Des métiers pour lesquels parfois nous avons identifié seulement un besoin en connaissance et ou de sensibilisation aux enjeux écologiques. Une seconde catégorie où finalement on a plutôt une évolution des métiers en lien avec une évolution des besoins en compétences. Et enfin, une troisième et dernière catégorie de nouveaux métiers, une création de métiers qui apparaîtraient avec la transition écologique. Pour que ce soit plus simple et compréhensible, nous avons décidé de scinder la présentation par thème et non pas par région. Donc 5 thèmes seront abordés au cours de cette webconférence. Donc premier thème, le bâtiment et les travaux publics. Second thème, réemploi, réutilisation, revalorisation des déchets. Troisième thème, la production agroalimentaire. Quatrième thème, la métallurgie. Et cinquième thème et dernier thème, la mobilité. Donc ces thématiques, elles seront alimentées à la fois
par les témoignages des entreprises qui nous font l'honneur d'être présentes aujourd'hui et qui représentent une partie des entreprises que nous avons rencontrées. Et nous les compléterons, nous, les chargés d'études, par des observations et des verbatims d'autres entreprises que nous avons également rencontrées, mais qui n'interviennent pas dans le cadre de cette webconférence aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'engager notre première thématique, bâtiments et travaux publics, avec le témoignage de Xavier Lebeau, président de Macoré Scope. Monsieur Lebeau, si vous me permettez, pouvez-vous nous présenter, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément Macoré, votre entreprise, par exemple ses activités, la typologie de vos métiers, et dans un second temps, quel est l'impact très concrètement de la transition écologique sur l'évolution de vos métiers, de vos besoins en compétences et éventuellement de vos besoins en formation? Bonjour à tous. J'imagine qu'il y a un paquet de personnes qui ne connaissent pas Macoré parce qu'on n'intervient qu'à 1 heure de route de notre siège social qui se situe à Saint-Père-en-Retz, c'est-à-dire pas très loin de Pornic, Saint-Brévin, Nantes. Macoré, c'est une SCOP, société coopérative, alors moi je vais dire ouvrière de production, qui est née il y a 36 ans, il y a 230 salariés, 130 salariés associés à la SCOP. On a pour particularité d'essayer d'intégrer tous les corps d'État en interne, donc on travaille en tout corps d'État intégré, et on travaille dans 4 grands champs d'activité. Le premier, c'est l'amélioration de l'habitat. Le deuxième, c'est les opérations de logement. Le troisième et le quatrième sont assez proches, c'est construire des maisons pour des gens qui ont un terrain ou accompagner des gens pour trouver leur terrain pour construire une maison. Ce dernier champ est le champ historique de l'entreprise. Et donc, c'est par celui-ci qu'on a commencé la transition écologique d'ailleurs, puisqu'on intervient depuis 2007-2008 dans le sillage du Grenelle de l'environnement sur des maisons à haute performance énergétique, puis des logements notamment à haute performance énergétique. Et le virage, la transition qui s'accélère aujourd'hui, c'est justement d'aller sur l'amélioration de l'habitat, la rénovation énergétique globale, à la fois pour des maisons individuelles et des logements, mais par exemple pour des logements collectifs sur un modèle qui s'appelle Energy Sprong, qui vient de Hollande, et qui correspond au fait de financer les travaux d'amélioration de l'habitat par les économies futures. Voilà à peu près les champs d'activité sur lesquels nous sommes. Vous voulez que j'enchaîne tout de suite sur ce que représente pour nous l'impact sur les métiers de la transition écologique, peut-être? Première chose, dans notre domaine, on vit un impact assez violent, qui était anticipé pourtant, mais qui est assez violent parce que depuis décembre dernier, il y a une chute de 30% du nombre de ventes de maisons individuelles en France. Le nombre de maisons individuelles vendues et construites redescend en dessous du niveau le plus bas jamais connu, c'était 2013 et 2014. Et à l'époque, ça faisait suite à une chute de 10%, et là, c'est une chute de 30%. Deuxième sujet, il y a le même sujet sur l'ensemble de l'habitat neuf, et donc en promotion immobilière, en collectif, c'est la même chose. Et nous, on est une entreprise qui, il y a 1 an, faisait 70% de son chiffre d'affaires en maison individuelle, cette année, 56%, et qui ne faisait il y a 1 an que 22% d'amélioration de l'habitat, et cette année, 27%. Et on sait très bien que l'année prochaine, il va plutôt falloir faire plus d'1 tiers d'amélioration de l'habitat et sans doute 1 tiers ou un peu plus de maisons seulement. Donc, en termes de compétences, ce n'est pas du tout les mêmes, parce que quand on est sur un chantier de rénovation, on doit s'adapter au contexte réel qui n'a pas pu être complètement prévu, puisque notamment pour savoir tout ce qu'il y a dans un habitat existant, il faudrait d'abord démolir avant de diagnostiquer. Et donc, les personnels doivent pouvoir s'adapter au contexte d'un habitat existant. Et puis parce qu'on travaille en site occupé, et donc c'est des compétences de savoir-être notamment qui sont spécifiques. Et puis parce que dans la performance énergétique au global, mais ça c'est quelque chose qu'on a déjà anticipé, il s'agit de faire se coordonner des métiers pour arriver à un résultat. Et ça implique forcément une vision transverse renforcée et une connaissance transverse de chaque équipe qui va prendre en compte l'influence de sa part de métier, concrètement, sur la performance globale et l'ensemble des autres métiers intervenants. Donc, en gros, un socle existant quand on travaille dans la transition énergétique dans le neuf, on doit déjà connaître la transversalité des métiers. Mais en plus, quand on va vers la rénovation, puisque le renouvellement de l'habitat, c'est que 1% du parc par an, donc on mettrait 100 ans à avoir un parc performant si on ne rénove pas.
Quand on va vers la rénovation, travailler en site occupé avec des gens qui sont sur place, qui habitent, et en devant s'adapter au concret, au réel, et sans avoir pu tout diagnostiquer, ça nécessite des compétences renforcées. Donc, dans les échanges qu'on a eus avec les CARIFOREF, on a plutôt dit, nous, qu'il n'y en avait pas beaucoup de nouvelles, mais qu'il fallait absolument développer et renforcer des compétences déjà existantes. Alors, si on va sur quelques exemples concrets, il y a des choses qui arrivent sur les sujets de la ventilation. Aujourd'hui, et c'est nouveau, la ventilation est testée. Donc, on a une obligation de résultat dans ce domaine-là. Depuis 10 ans environ, il y a une obligation de résultat sur la performance de perméabilité à l'air ou d'étanchéité à l'air des logements. Donc là, ça revient à ce que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire faire en sorte que les équipes travaillent très bien en transverse pour, au fil du projet, chacune contribuer à la performance d'étanchéité à l'air du logement. Après, il y a quelques sujets qui sont isolés, mais qui peuvent amener, par exemple, la compétence sur le solaire, thermique ou photovoltaïque. Il y a eu pas mal de sinistralité sur du solaire photovoltaïque, par exemple. Donc, ça nécessite une très grande maîtrise des compétences. Voilà. Mais je redis tout ça sur un socle de compétences de métiers assez ancestraux, mais qui doivent apprendre à aller plus loin dans la polyvalence, dans la technicité et dans la compréhension des enjeux globaux transmétiers. Est-ce qu'il y avait des questions ou un besoin d'apport supplémentaire sur la partie BTP? Je pense que vous avez très bien répondu à la question, Monsieur Lebeau. Je pense que Fanny, on peut te donner la parole. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, toujours sur cette partie de la construction, vous avez évoqué à l'instant le photovoltaïque, donc je vais y revenir en Normandie. Donc, ce qu'on peut dire de manière générale, c'est qu'il y a un impact de la transition écologique sur une grande partie des métiers de la construction, mais ça ne se traduit pas toujours nécessairement par une évolution du geste métier. On peut être parfois sur une évolution simplement des connaissances ou une sensibilisation à la transition écologique. Donc, en Normandie, on a pu s'entretenir avec différents professionnels, dont un opérateur global de la construction qui réalise la construction d'unités de production telles que les éoliennes terrestres, les centrales biomasse, les réseaux de chaleur. Donc, on va s'intéresser aux liens entre la construction et les énergies renouvelables. Selon un professionnel, pour le reciter, les métiers de la construction des énergies renouvelables ne nécessitent pas toujours des nouveaux besoins en compétences. Donc, c'est des métiers qui émergent en raison du développement des énergies renouvelables, mais on parle bien des métiers de la construction et le geste métier ne varie pas toujours entre une construction dite classique et la construction de ces unités de production et distribution d'énergie. On peut avoir simplement un besoin de connaissances supplémentaires. En revanche, pour sortir généralement un réel besoin en compétences sur tout ce qui a trait au photovoltaïque, et notamment sur les métiers de couvreurs et d'électriciens. Donc, c'est ce qui est ressorti de ces échanges, c'est-à-dire que c'est des métiers qui, eux, existent déjà, mais où le développement du photovoltaïque va impliquer de nouvelles compétences. Par exemple, sur le métier de couvreur, il va falloir maîtriser la technique de pose photovoltaïque, maîtriser un système d'intégration photovoltaïque, donc le procédé utilisé pour pour implanter modules et membranes photovoltaïques lors de l'installation. Et par exemple, pour l'électricien, il va falloir être en capacité de réaliser une mise en service d'une toiture photovoltaïque ou maîtriser le raccordement photovoltaïque, donc le branchement permettant de raccorder l'installation photovoltaïque au réseau électrique. Donc, on est vraiment dans le cas ici de métiers qui sont existants, mais qui vont devoir acquérir un nouveau geste métier. Et les professionnels interrogés ont généralement sur ces métiers, en Normandie tout du moins, pas faire sortir de besoins en nouvelles formations, mais plutôt se baser sur la formation de base de ces métiers qui existent déjà, avec des modules complémentaires pour toutes les techniques propres au photovoltaïque, ainsi que le développement de connaissances supplémentaires au travers notamment des normes propres au photovoltaïque.
Merci Fanny. Pour compléter peut-être et conclure un peu cette thématique bâtiment travaux publics, alors on n'aura pas forcément l'occasion de présenter tous les résultats, mais c'est vraiment l'idée d'avoir des retours très concrets du terrain. Je vous propose Franz Dagneau, formateur consultant réemploi éco-construction au centre de formation de Noria et compagnie, si vous pouvez nous faire un petit témoignage également avec cette casquette-là. Oui, bonjour tout le monde. Alors, Noria et compagnie, c'est un centre de formation en éco-construction et éco-rénovation qui est basé à Saint-Nicolas-de-Redon, donc tout au nord du 44. On fait partie de la Fédération Éco-Construire, qui est une fédération qui rassemble 20 organismes de formation inégalement répartis en France. Et Noria et compagnie est propriétaire de 2 certifications. La première historique, qui est celle de maçon terre crue, qui est une certification de niveau 3. Du coup, l'idée, c'est que je vous parle un petit peu de cette formation où en fait, la pratique qui est enseignée, c'est une pratique artisanale de mise en œuvre de la terre crue vis-à-vis des différentes techniques qui sont aujourd'hui connues. Donc, c'est une formation qui dure 9 mois, qui est assez complète. Et elle est intéressante à 2 titres là, par rapport à l'étude. Le premier, c'est qu'il y a quelques années, c'était plus une formation qui était pas très reconnue, qui était plutôt dans elle rentrait dans le champ de la sauvegarde du patrimoine et qui est aujourd'hui plutôt la terre redevient un matériau noble dans la construction et du coup il y a un intérêt pour ce matériau-là. Donc on sent qu'il y a une évolution. Et puis également l'autre chose qui est assez intéressante, c'est le profil des personnes qui viennent dans nos formations. Où en fait on a quelques personnes qui sont issues du bâtiment, mais d'autres personnes qui ne sont pas du tout issues du bâtiment, et en particulier des personnes déjà bien qualifiées. Donc on a un certain nombre de reconversions professionnelles, de gens qui sont en recherche de sens, et ça c'est quand même quelque chose qui est très fort dans l'ensemble de nos formations, de ce type de profil-là. Par contre, peut-être l'adaptation qui est nécessaire ou qui serait nécessaire, mais qui est pas encore trop facile à anticiper, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, la pratique qui est enseignée dans cette formation, c'est une pratique très artisanale qui se fait à l'échelle du chantier. Et tout l'enjeu aujourd'hui dans la construction terre, c'est la massification de l'usage de ce matériau-là. Et du coup, les techniques, les outils et éventuellement les compétences qui sont à mettre en œuvre dans ce cadre-là de chantier de plus grande envergure, est-ce qu'elles sont adaptées ou pas? Aujourd'hui, c'est encore un peu trop tôt parce que plein de techniques sont encore en développement ou viennent tout juste de sortir. Donc voilà, c'est peut-être le défi des prochaines années. Merci Franz. Je me permets du coup, on peut enchaîner avec la thématique numéro 2, de réemploi, réutilisation, revalorisation des déchets, puisqu'il s'avère que vous avez également une seconde casquette, et je vous laisse du coup prendre cette seconde casquette pour nous faire un petit témoignage. Tout à fait, je suis le cofondateur de l'Écrouvis, qui est une recyclerie de matériaux qui est aussi basée à Saint-Nicolas-de-Redon. C'est un peu le hasard qu'on soit, enfin, c'est pas le hasard qu'on soit en pays de Redon, mais en tout cas qu'on soit juste à côté du centre de formation. La recyclerie de matériaux, elle a 3 activités aujourd'hui. La partie recyclerie qui est de la collecte ou de l'apport de matériaux qui viennent de professionnels ou de particuliers, qui sont ensuite stockés puis revendus. Notre principale clientèle, ce sont des particuliers. On fait également de ce qu'on appelle la dépôt sélective, qui est un terme qui est un peu nouveau et qui revient, c'est-à-dire qu'on dépose proprement des matériaux dans un chantier de démolition ou de rénovation en vue de leur réemploi, contrairement à des techniques classiques de déconstruction où en fait on casse les choses pour les jeter. Là, l'enjeu, c'est de les réemployer, donc d'y avoir un soin. Et puis la troisième partie, c'est la formation professionnelle. Avec Noria et compagnie, du coup, on a créé la certification technicien valorise des ressources du bâtiment, qui est aujourd'hui la seule formation certifiante sur le réemploi de matériaux qui est inscrite à France Compétences. La structure a 4 salariés, régulièrement 2 services civiques et des stagiaires. En tout cas, on est une petite structure dans un milieu rural. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on fait partie d'un écosystème d'acteurs du réemploi qui est en train de s'augmenter, se diversifier. Et à l'image de ce que je disais au sujet de la terre crue, de la question de la masse de terre à employer, et ben aussi les structures de réemploi de matériaux sont différentes en fonction de la masse de matériaux qu'elles sont en capacité de gérer. Du coup, nous, on fait plutôt par exemple des petits chantiers de dépôt sélective, même si on intervient aussi sur des gros chantiers, mais plutôt pour accompagner la montée en compétences. Par exemple, on vient d'accompagner
rétrilogue sur un chantier à Rennes, de curage et de dépôt sélective. Donc, c'était le premier chantier qu'ils avaient là-dessus. Et du coup, il y a d'autres structures de réemploi qui ne sont pas seulement à l'échelle de la recyclerie, à l'échelle du particulier, mais aussi de ce qu'on appelle les plateformes de réemploi. Et du coup, c'est ce qui est en train de pas mal se développer un peu dans chaque métropole française. Il y a une telle plateforme qui est en train d'ouvrir. Et du coup, ce qui fait que, un peu à l'image de ce qui a été dit juste avant, sur la question du réemploi de matériaux, finalement, les personnes qui travaillent dedans sont quand même beaucoup des moutons à 5 pattes. Du coup, c'est des personnes qui ont déjà des compétences dues à leur passé personnel ou professionnel, où il s'agit quand même d'ajouter un certain nombre de questions culturelles qui ne sont pas des gestes techniques, mais plutôt de compréhension de l'environnement de travail. Par contre, il y a quand même quelques gestes techniques qui peuvent être nécessaires en fonction de leur responsabilité. Et on voit aussi quelques nouveaux métiers apparaître, mais à la marge. Donc, on est surtout sur une adaptation des compétences pour les métiers existants. C'est-à-dire que à la fois d'avoir un soin par rapport au matériau qui va être réutilisé, et puis aussi de savoir d'où vient le matériau et potentiellement une technique un peu différente de pose lorsque le matériau vient du réemploi. Mais là, ce qui est assez compliqué dans ce domaine-là, c'est que c'est le monde de la construction. Le monde de la construction, il a plein de réalités très différentes au quotidien, des envergures de chantier et du coup des différences de métiers. Et du coup, l'enjeu, c'est de réussir à avoir une réponse qui répondent à ces différents niveaux d'implication et ces niveaux de grandeur de chantier. Merci à vous, Franz. Toujours sur la thématique réemploi, réutilisation, revalorisation des déchets, nous avons également Ludivine Coquelin, chargée de mission RH pour Suez, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Alors, je vais juste du coup partager mon écran. Laisse me dire quand vous avez la présentation. C'est bon. C'est bon. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Ludivine Coquelin, chargée de mission RH pour la société Suez. Je vais dans un premier temps vous présenter la société Suez et ses activités pour remettre un petit peu dans le contexte, pour après ensuite mettre en évidence donc, les effets de la transition écologique sur l'évolution de nos métiers. Donc, Suez est un partenaire de confiance pour les solutions circulaires dans l'eau et les déchets. Donc, dans un contexte d'urgence environnementale et énergétique, nous sommes au service des collectivités, des entreprises et des usagers pour les aider à faire face à leurs défis en matière d'eau et de déchets. Donc, nous fournissons l'accès à des services d'eau et de déchets par des solutions qui vont être résilientes et innovantes. Nous allons créer de la valeur sur l'ensemble des cycles de vie des infrastructures et services pour conduire donc à la transition écologique en associant les usagers. Donc, nous sommes l'un des rares acteurs intégrés tout au long des chaînes de valeur, que ce soit de l'eau ou des déchets. Concernant notre activité liée au service de l'eau. Nous avons différents métiers qui visent notamment à produire une eau de qualité, d'assainir les eaux usées ou bien encore de produire des énergies renouvelables. Concernant notre activité liée au recyclage et à la valorisation donc, des déchets, nous allons proposer des services aux entreprises tels que la collecte et la valorisation des déchets industriels, la commercialisation de matières premières secondaires, la mise à disposition de conseils et de services associés et la gestion déléguée complète sur les sites. Nous proposons également donc des services aux collectivités tels que la collecte des déchets ménagers et sélectifs, la valorisation, la propreté urbaine, la mise à disposition de services digitaux inédits et pour finir également l'accompagnement et la sensibilisation des citoyens. Donc globalement, les métiers dédiés à l'environnement vont changer profondément. On voit bien que le monde aujourd'hui a pris conscience de l'enjeu écologique. Cela nous amène à changer donc, nos comportements de consommation. À l'échelle donc, de nos métiers, nous devons être de plus en plus vertueux et valoriser encore plus et mieux les déchets.
qui vont être produits, favoriser également le réemploi et en amont, donc sensibiliser à consommer moins et mieux pour moins produire de déchets. Dans ce cadre, on voit l'émergence de nouveaux métiers, comme par exemple le métier d'ambassadeur de tri que je vais vous présenter. Afin de vous le présenter un peu au mieux, je vais vous passer le témoignage de Fernanda, donc qui est ambassadeur de tri chez Suez, voilà, sur notre secteur de Bourges. Donc en résumé, comme l'a bien précisé donc notre collaboratrice, les missions principales du métier d'ambassadeur de tri, ça va être de sensibiliser et d'informer les usagers à la collecte des déchets et au tri sélectif, réaliser des suivis de collecte des déchets, réaliser les reportings et analyser les données, et enfin participer à des actions de prévention des déchets. Pour terminer, donc la formation et les compétences, donc nous, on va se rediriger plutôt sur des profils de niveau bac à bac+2 en environnement ou en communication, avec la maîtrise des outils bureautiques. Merci Madame Coquelin. Nous pouvons peut-être conclure cette seconde thématique réemploi, réutilisation, revalorisation des déchets avec ton témoignage, Stéphane. Merci David. Rebonjour à tous, je suis Guy Stéphane Akanza, donc j'étais chargé de conduire l'expérimentation sur la région Centre-Val de Loire pour le compte du réseau des Carrefouref. Donc, comme l'ont dit mes collègues, ce que nous avons pu observer, c'est d'une manière générale un verdissement de l'ensemble des activités économiques en lien avec la transition écologique. Par contre, le constat, il est différencié selon les entreprises et selon les métiers. On n'a pas forcément une apparition de nouveaux métiers, on a des métiers qui évoluent. Et pour certains métiers, on n'a quasiment aucune évolution. Et ces différentes évolutions sur les secteurs d'activité sont impulsées par trois facteurs: la réglementation, les évolutions technologiques, mais également les habitudes de consommation qui évoluent également. Donc, pour prendre un exemple de métier qui a été impulsé par la réglementation, en se basant sur la loi de généralisation des tri des biodéchets, la loi de généralisation du tri à la source des biodéchets qui prendra effet en janvier 2024, il se développe de plus en plus au sein des collectivités les métiers de maître composteur et de guide composteur qui auront besoin de compétences qui permettront d'organiser la mise en place des
la mise en place des tris au sein des différentes collectivités. Il s'agira aussi de réaliser des expérimentations pour voir au sein des collectivités, selon les quartiers, quelles sont les zones où il est possible de développer des tris pour le compostage. Par rapport aux évolutions technologiques, en revenant au métier de Suez, par exemple, le métier de chercheur de fuite, qui aujourd'hui est en pleine évolution à cause de la technologie. Par exemple, des drones sous-marins aujourd'hui vont permettre aux chercheurs de fuite de faire des prélèvements avec plus de précision. Et cette technologie va aussi se sentir après dans l'analyse des différents relevés. Donc, le chercheur de fuite aujourd'hui ne va plus s'arrêter à rechercher la fuite sur le réseau de distribution, mais après avoir utilisé la technologie, par exemple, l'usage des drones, il sera amené à analyser les différents relevés et à les exploiter sur la base de logiciels informatiques et aussi d'ordinateurs. En ce qui concerne les habitudes de consommation qui vont modifier certains métiers, certains secteurs. Quand nous prenons par exemple le secteur de la chimie qui est très important en Centre-Val de Loire avec la cosmétique, ce que nous avons constaté, c'est que les métiers de la chimie aujourd'hui sont en pleine évolution. Les métiers de formulateur, les métiers de technicien chimie, les métiers de chercheur en chimie, de biologiste vont évoluer, mais pas forcément en termes de compétences. Pas forcément en termes de compétences, mais il s'agira pour des chercheurs, pour des biologistes, pour des formulateurs, de développer de nouvelles connaissances en lien avec la chimie du végétal ou la biochimie qui va venir remplacer la chimie de synthèse qui a été faite habituellement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le consommateur va rechercher à consommer plus bio. Donc, dans le secteur de la chimie, il y a une évolution, certes, mais qui n'est pas en termes de compétences, qui est en termes de connaissances. Et au niveau de la formation, cette évolution en termes de connaissances du végétal, en termes de connaissances du sourcing des produits, ce n'est pas une connaissance nouvelle parce qu'elle est enseignée depuis longtemps en faculté de chimie. Par exemple, le master bioactifs et cosmétiques à l'Université d'Orléans enseigne ces pratiques depuis plusieurs années. Donc, on a une évolution, on a des changements qui ne sont pas en termes de compétences, en termes de connaissances et qui ne nécessitent pas la création de nouvelles formations. Dans le cadre de cette expérimentation, nous avons décidé aussi d'aller un peu plus loin que ce qui se fait d'habitude en allant explorer le secteur de la banque. Et cette fois-ci, on a constaté que, en plus de la réglementation et des évolutions technologiques, il y a de nouveaux métiers qui sont en train de naître dans le secteur de la banque. Par exemple, l'auditeur RSE et le conseiller RSE, qui sont des métiers à la base d'auditeurs et de conseillers en banque, mais qui auront besoin dans les années à venir de nouvelles briques de compétences, des briques de compétences supplémentaires sur des questions environnementales, sur le développement durable. Donc, au niveau de la banque, la transition écologique aussi affecte des métiers. On a des métiers en évolution sur différents secteurs, la chimie, la banque, la gestion des déchets. Donc, d'une manière générale, voici ce qu'on peut dire à ce niveau en ce qui concerne l'expérimentation. Donc, retenez 3 facteurs principaux qui vont impulser les évolutions: la réglementation, les évolutions technologiques, la modification des habitudes de consommation et investissement de l'ensemble des activités qui va se traduire, non pas forcément par de nouveaux besoins en compétences, mais plus généralement par de nouveaux besoins en connaissances. David, tu peux. Oui. Je crois que quelqu'un a changé le mode de présentation, effectivement. On peut tout de même continuer si on nous entend encore. Thématique 3, production agricole et industrie agroalimentaire avec Fanny. Oui, merci David. Je vais reprendre la main donc sur cette thématique sur production agricole et industrie agroalimentaire et donc commencer par parler notamment du métier d'agriculteur maraîcher. Donc je vais essayer de faire un retour de l'entreprise ou des professionnels avec lesquels on a pu s'entretenir, que ce soit des chambres d'agriculture, des groupes de producteurs de légumes ou notamment une entreprise de maraîchage dans la Manche certifiée d'agriculture biologique. Donc, ce qu'on peut dire pour commencer sur ce métier, Stéphane parlait tout de suite des facteurs d'intégration qui impulsaient les métiers, de nouveaux métiers ou une évolution des métiers. Pour le métier d'agriculteur maraîcher, il est nécessairement impacté par la transition écologique en raison de la réglementation et également éventuellement de la volonté du dirigeant et de la demande sociétale, une attente de la société qui a évolué.
Donc, pour ce métier d'agriculteur maraîcher, on va avoir une évolution de certaines compétences, donc des compétences déjà existantes, comme maîtriser les outils d'aide à la décision. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà, mais de plus en plus d'outils vont être tournés vers la transition écologique, vers l'environnement. Ça peut être une optimisation des efficacités de traitement phytosanitaire, une optimisation d'itinéraire de culture. Et on va avoir également, au-delà de ces évolutions de compétences, le développement de nouvelles compétences, et notamment à travers des techniques, la maîtrise des techniques de désherbage alternatives. Donc, éventuellement alternatives pour répondre à l'utilisation justement des produits phytosanitaires. Donc ici, on va vraiment avoir des nouvelles techniques de désherbage ou un retour à des techniques de désherbage qui vont modifier le geste métier ou la compétence utilisée pour travailler. Donc, selon un professionnel interrogé, le principal impact justement de la transition écologique sur ce métier d'agriculteur maraîcher, c'est la gestion des mauvaises herbes et le développement de techniques de désherbage alternatives. Donc, assez rapidement, on peut retenir par exemple 2 techniques qu'une entreprise de la Manche a pu nous faire comme retour, que ce soit le développement aujourd'hui de plus en plus du binage, donc qui est une méthode qui permet la gestion des mauvaises herbes et une meilleure adaptation aux conditions climatiques. Donc, c'est tout simplement une façon de remuer la terre en surface pour ameublir la structure solide du sol et supprimer les herbes adventices. Et donc, qui se réalise via un désherbage mécanique avec une mineuse. Donc, il va falloir se former à ce geste métier, à l'utilisation justement d'un engin mécanique. Et sinon, une autre technique manuelle qui consiste cette fois au faux semis, donc qui consiste à préparer la terre comme pour un semis afin de faire en sorte que les mauvaises herbes germent avant l'implantation du légume. Donc, dans les 2 cas, on est ici sur des nouvelles compétences ou on retourne à des compétences perdues. Et au-delà de ces compétences, également un apport en connaissances qui est nécessaire à travers notamment les notions de changement climatique, la maîtrise des nouveaux process ou de l'ensemble des notions relatives aux enjeux phytosanitaires. Donc, ce qu'on a ici, c'est une modification du geste métier utilisé pour travailler avec des professionnels qui généralement privilégient, encore une fois ici, de garder une formation de base, celle d'agriculteur maraîcher, qui est un métier déjà existant et à laquelle ajouter des modules complémentaires qui permettent d'acquérir ces nouveaux gestes métiers nécessaires. Et c'est déjà le cas, par exemple, en Normandie, avec certains brevets professionnels de responsables d'exploitation qui sont déjà mis en place, avec des modules justement sur l'agriculture durable, la préservation des sols, qui permet d'acquérir de nouveaux gestes ou les techniques de désherbage alternatives. Et donc, sur cette notion, je vais laisser la main à David qui va compléter avec d'autres retours d'expérience. Merci Fanny. Alors, toujours sur le maraîchage, et cette fois-ci, on bascule au niveau des Pays de la Loire. Donc, j'aimerais faire un retour de 2 entreprises pour le coup, afin d'illustrer toute la complexité que peut prendre les interactions entre la transition écologique et la relation métier, compétences, formation. Donc, la première entreprise, Légumes à Loire, exploitation maraîchère qui se situe à Divat-sur-Loire, dans le Loire-Atlantique. Pour grossir un peu le trait, on a 43 employés permanents et de 10 à 80 saisonniers selon les besoins. En termes de permanents, en termes de typologie de métier, au sein des permanents, on a aussi bien des chefs de culture, des ouvriers en production maraîchère que des conducteurs de tracteurs notamment. Et très concrètement, on a une interdiction, une réglementation de plus en plus stricte, notamment sur les produits phytosanitaires. Je prends l'exemple de l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires à base de métam-sodium, qui est une substance active biocide, qui était utilisée dans la lutte contre les mauvaises herbes, mais également contre les champignons, les vers, les espèces invasives en général. Il s'avère que le métam-sodium, cette substance, a des risques sanitaires qui lui sont associés, mais également des risques environnementaux, puisqu'on lui attribue une certaine persistance et une certaine toxicité pour les organismes aquatiques. Et ce faisant, le fait qu'on ait une réglementation de plus en plus stricte environnementale, alors je ne dis pas qu'il faut l'enlever, cette réglementation, mais toujours est-il que la réalité du terrain est que les solutions à court terme pour se passer finalement de métam-sodium peuvent être de l'ordre du désherbage manuel, un peu comme le désherbage mécanique en Normandie.
Donc très concrètement, c'est des techniques qui sont ancestrales, hein, qui sont bien connues, si ce n'est qu'elles sont très demandeuses de main-d'œuvre dans un secteur qui peut avoir des déficits d'image et de déficits de recrutement. Une seconde solution qui est utilisée en Pays de la Loire, et là c'est un peu plus complexe, c'est la désinfection à la vapeur. C'est très concrètement des machines qu'on utilisait déjà dans les années 70, qu'on avait mis au placard, justement parce qu'on avait des solutions chimiques, et qu'on a ressorti du placard. La contrainte, c'est qu'elles sont alimentées notamment au gaz et au fioul. Donc finalement, on a une réglementation énergétique, enfin environnementale, qui nous pousse à aller sur de la transition environnementale, et enfin écologique. Et la solution à court terme, pour l'instant, c'est une impasse technique. On se retrouve finalement à polluer parce qu'il y a bien des contraintes économiques et des problèmes opérationnels au sein des entreprises qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de solution alternative viable, qui serait viable en tout cas à moyen et long terme. Donc ça, c'est un résultat qu'on a éventuellement, une évolution de compétences qui est induite notamment par une réglementation, mais qui aujourd'hui n'est pas satisfaisante au sens de la transition écologique. Et la seconde entreprise dont je voulais faire un rapide retour également, donc Nantes Europe, qui est une organisation constituée de maraîchers en Pays de la Loire aussi, notamment légumes à Loire. Ces maraîchers se sont organisés pour créer une entreprise de conditionnement de mâches et de radis notamment. Et j'ai eu la chance à la fois d'échanger, d'aller directement sur le site pour observer tout ça. Ces exploitations maraîchères et l'usine sont concernées par la loi AGEC, loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, et qui très concrètement, vous le verrez dans vos grandes surfaces et vous le voyez déjà, on a de moins en moins de possibilités d'avoir des emballages en plastique pour certaines références de légumes, et ça va se populariser. Donc si vous allez dans vos grandes surfaces, je ne suis pas sûr si vous voyez concrètement, mais vous allez avoir de plus en plus des emballages en papier craft de ce genre-là, avec une petite fenêtre qui ressemble à du plastique, mais qui n'en est pas, qui est semi-transparente dans ce cas-ci, et qui est en fait de l'hydrate de cellulose. Et l'hydrate de cellulose, c'est la même matière que ce que vous pouviez trouver pour du film alimentaire à l'époque. Aujourd'hui, on en fait en PVC, mais à l'époque, on en avait en hydrate de cellulose notamment. Et a le problème finalement de laisser passer l'air et l'humidité. La matière n'est pas tout à fait imperméable, ce qui fait que finalement, on a une contrainte, c'est que la matière, enfin la mâche notamment, dans cet exemple-ci, je ne sais pas si vous voyez très bien, dans cet exemple-ci, on se retrouve avec des emballages nouveaux qui se veulent plus écologiques, avec moins d'énergie grise émise et qui polluent moins finalement, mais qui, au bout du compte, on se retrouve avec des mâches qui périment quelques jours avant, enfin quelques jours plus tôt, par rapport à un emballage qui sera en plastique. Donc on a un petit écueil comme ça de ce côté-là, et non seulement on a un écueil, mais en plus on s'est rendu compte que les clients dans les grandes surfaces, peut-être par habitude, on n'a pas encore de piste de réponse, en tout cas au niveau de cette entreprise, on s'est aperçu qu'il y avait 5 fois moins de ventes. Je ne sais pas si c'est une question d'habitude ou peut-être que la fenêtre est trop petite pour certains clients pour juger de la fraîcheur de la mâche. Voit-il que ça constitue également des pertes, évidemment, parce que c'est des invendus. Et en tout cas, au niveau des compétences, il s'avère qu'on utilise exactement la même machine qui thermocelle les sachets en plastique que pour ces nouveaux emballages. Donc, à voir, pour l'instant, en termes de compétences, en clair, ça ne change pas grand-chose. Pour l'opérateur de conditionnement ou pour le conducteur de ligne, son métier est sensiblement le même. Il y a eu quelques réglages à faire sur la machine, mais maintenant qu'elle est réglée, au quotidien, le geste est le même. Et pour des questions environnementales, on est encore un peu loin des résultats escomptés. Voilà, merci. Et je repasse la parole du coup à Anthony Moreau. Cette fois-ci, pas forcément sur le maraîchage, mais plutôt sur la polyculture et la production laitière. Oui, bonjour à tous. Anthony Moreau, moi je suis agriculteur sur la commune de Rouen, donc Rouen dans le 44, le Loire-Atlantique, qui est situé entre Nantes et Pornic. Moi je suis agriculteur en GEC, en société avec un associé, 2 salariés et puis un apprenti. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire partager un petit peu qu'est-ce qu'est une exploitation agricole conventionnelle sur ma commune, quoi. Donc nous élevons des vaches laitières. On a 150 vaches laitières où nous faisons du lait bleu blanc cœur, où nous vendons à la laiterie de Saint-Père, pour ne pas la nommer, c'est avec le groupe Intermarché. Donc 150 vaches laitières, donc ça représente 1 500 000 litres de lait.
Donc, ça représente quand même un volume de lait. Nous, la démarche, justement, sur cette transition écologique, c'était le premier souci, on va dire, en exploitation agricole, c'est la manœuvre. Donc, nous, on a travaillé justement sur l'efficacité du travail, la modernité des outils. Donc, on a installé c'est une salle de traite rotative où on a un débit de traite qui tourne aux alentours d'une heure, un quart, 1h30 de traite matin et soir sur l'exploitation, donc ce qui correspond à des horaires de traite, on va dire, normales, on va dire, dans les élevages laitiers. Donc pour ça aussi, on a une surface de 350 hectares qui se compose justement en partie pour la production fourragère, et puis un peu de culture de vente aussi qui nous servent justement pour l'alimentation de ce cheptel, et puis un petit peu de culture de vente aussi, un petit peu de culture de vente. Une particularité pour notre exploitation, on est à Rouen, on est en zone, à côté de l'estuaire de la Loire, donc une partie de zone en prairie permanente, où dans ces surfaces-là, on contractualise, on va dire, des mesures agro-environnementales qui s'appellent MAEC, et donc où on contractualise justement en lien avec la biodiversité. Et donc, on a des mesures restrictives, notamment sur les apports d'engrais, on a un cahier des charges justement aussi sur le chargement du nombre d'animaux à la surface, donc ce qui permet de maintenir, on va dire, une biodiversité et puis un bon équilibre justement sur ces zones. Si on revient justement sur la partie laitière, donc il y a une montée en technologie qui a été faite, donc il a fallu justement pour s'occuper de ce troupeau, eh bien de nous aider justement dans le suivi. Et donc ça passe par les animaux, comme vous le savez, sont tous identifiés, et donc on est passé avec ils sont identifiés avec des numéros, donc on est passé en boucle électronique. Et donc, cette boucle électronique va nous aider justement au suivi du cheptel avec forcément il passe sous des panneaux HDX, et donc tout est retransmis soit sur des écrans tactiles ou tout est relié après à l'ordinateur du bureau, et on peut retrouver les quantités de lait faites par vache, les animaux à trier. En fin de compte, nous, cette transition nous a permis de gagner du temps, et justement sur cet effet manœuvre qu'on n'avait pas forcément, d'être plus efficace justement pour nous occuper de nos bovins. Lié à ça, justement, après la mise en œuvre sur ces différentes cultures, on est rentré aussi dans une démarche de suivi des cultures par drone. Donc ça, c'est des technologies qui nous ont énormément apporté sur les apports, que ce soit pour des engrais azotés ou sous la partie phyto, en fin de compte, sur vraiment les besoins réels de la culture. Pour revenir au drone, ça marche par cartographie, et donc à un instant T, et on peut vérifier, on va dire, par le biais de cette photo qui nous donne un contraste de couleurs sur la carte, les zones à remettre un petit peu justement d'engrais ou pas. C'est ce qui nous aide. Tous ces matériels sont équipés, en tout cas pour notre partie tracteur, automoteur, semoir engrais pulvé, avec soit des coupures de tronçons qui nous aident justement à mettre ces amendements bien où il faut, avec des appareils maintenant de guidage qui nous aident aussi, notamment sur les tracteurs, à tenir une ligne de semis ou d'épandage dans on va dire, grosso modo,
les 5 cm. C'est des outils dans les 5 cm. Donc, on travaille avec des engins qui peuvent mesurer jusqu'à 4,50 m. En tout cas, pour chez nous, c'est le cas. C'est une aide précieuse. C'est une économie de temps. Et puis, il n'y a pas de surplus de mie, justement. Il n'y a pas de surplus de mie, justement, sur ces parcelles. Donc, pour la partie, ici, on peut revenir aussi sur la partie pâturage, justement, de ces prairies. Donc, à partir du moment qu'on a 150 vaches laitières, automatiquement, on a entre 150 et 180 vélages à l'année. Donc, on garde une partie, justement, de nos femelles pour le renouvellement. Et le reste, on garde ces animaux qui valorisent, justement, les pâturages de nos prairies humides. Donc, pour toutes ces choses-là, on a besoin de formation. Aujourd'hui, dans nos métiers, on se forme depuis de nombreuses années. On est formé aux différentes évolutions des modes de production, qu'ils soient technologiques, quantitatives, environnementales, économiques et sociales. On est aussi entouré avec des organismes de formation. On est quand même lié, nous, avec les chambres d'agriculture maintenant régionalisées, en tout cas dans les Pays de Loire. Et aussi, on peut percevoir aussi, en tant qu'exploitant agricole, par des financements, notamment des fonds UVA, et pour la formation de nos salariés, notamment aussi pour tout ce qui concerne au CAPIAT. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous apporter un petit peu pour vous faire partager notre milieu, malgré que c'est pas si évident que ça de vous faire partager mon métier en une espèce de 2-3 minutes. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci à vous pour votre intervention. Donc, tout simplement sur cette thématique, pour conclure rapidement, on voulait parler du métier d'agriculteur méthaniseur et de la dynamique qu'il y a à travers ce métier. Ce qu'on observe dans finalement l'ensemble des secteurs, c'est que parfois il y a une anticipation des professionnels qu'on a pu interroger sur un métier un métier à venir ou qui va émerger, où va y avoir de nombreux besoins. Et c'est souvent ce qu'on nous a fait ressortir sur le cas du méthaniseur, où il y a vraiment une dynamique autour de cette filière qu'on peut qualifier d'encore dans nos 3 régions, sur nos retours, d'être en structuration. Donc, c'est un métier qui a été évoqué par les professionnels en Normandie, par exemple, où le développement se traduit par l'accompagnement via un dispositif qui fédère les acteurs normands de la méthanisation. Et c'est un métier symptomatique de la prise en considération de la transition écologique au sein du secteur agricole, où on va vraiment être sur des nouvelles compétences à acquérir, qui va être globalement de gérer une unité de méthanisation. Ça va être de piloter cette unité de méthanisation en partant de son approvisionnement jusqu'à la valorisation. Ça va être de piloter à travers la gestion des intrants et des opérations liées au fonctionnement d'une unité de méthanisation, de gérer les flux d'entrée et de sortie. Donc, on va vraiment être, dans ce cas-là, sur un métier émergent avec des nouvelles compétences à acquérir. Et évidemment, des connaissances qui vont l'accompagner en maîtrisant l'ensemble du processus de méthanisation et de ses risques. Là-dessus, on est vraiment sur les retours qu'on a pu avoir, en tout cas en Normandie, sur un besoin en formation spécifique sur ce métier. Donc, c'est déjà le cas d'ailleurs en Normandie, ou bien que plutôt nouveau comme métier, ils disposent d'une formation à VIR sur la certification de spécialisation d'une unité de méthanisation agricole. Donc, on est ici dans le cas d'un nouveau métier avec de nouvelles compétences à acquérir et des nouvelles formations qui doivent l'accompagner. Donc, voilà sur cette thématique 3. Pour faire un lien avec la thématique 4, on vient de parler d'un nouveau métier finalement en lien avec une autre forme de produire, une autre façon de produire de l'énergie. C'est aussi le cas de l'éolien offshore. Donc, sur cette partie, je vais laisser la parole à
Arnaud Gommel, que je remercie d'être présent, directeur des ressources humaines à Siemens Gamesa, qui est une industrie éolienne, donc qui va pouvoir nous présenter un peu l'industrie au Havre et puis l'impact s'il y a des nouveaux métiers ou une évolution des métiers et des compétences. Bonjour à tous et à toutes. Très brièvement, Siemens Gamesa, c'est une société qui conçoit, fabrique, installe et s'occupe de la maintenance d'éoliennes terrestres et d'éoliennes en mer. Sujet d'actualité s'il en faut. Aujourd'hui, on a presque 900 salariés en France. On a une grande partie de nos salariés qui sont sur l'usine du Havre que l'on vient de construire et d'ouvrir et qui fabrique des pales pour l'éolien offshore et des nacelles pour l'éolien offshore également. Mais en parallèle, on a aussi dans cet effectif une grande partie de techniciens de maintenance qui s'occupent de la maintenance des éoliennes des différents parcs qui sont existants aujourd'hui partout en France sur du terrestre et demain avec l'installation des premiers parcs offshore en mer. Alors, il y a deux métiers dont on a discuté avec Fanny quand on s'est entretenu. Le premier métier que je veux aborder, pour nous, c'est les techniciens de maintenance, parce que c'est là où on avait déjà des premières problématiques. Alors, c'est un métier où finalement, le technicien de maintenance, c'est des métiers qui existent déjà, on les connaît tous, hein. Il y a tout un tas de formations qui existent sur ces métiers-là. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la maintenance partout en France. Pour l'éolien, la spécificité des techniciens de maintenance, elle est liée à deux éléments majeurs, mais qui ne sont pas nécessairement liés à la formation. Alors, un petit peu sur la partie qualitative, c'est-à-dire que souvent les techniciens de maintenance sont spécialisés dans un domaine, hein, la mécanique, l'électronique, l'électrique, l'hydraulique. La problématique du technicien de maintenance offshore ou onshore, c'est qu'il doit être bon dans tous les domaines, puisque quand il monte en machine, hein, ce qu'on appelle monter en machine, c'est-à-dire qu'il monte dans l'éolienne pour faire la maintenance, il monte à 1, 2, 3 parfois, mais rarement plus, et donc il faut que toutes les compétences soient là, puisqu'en général, il passe la journée au sein de l'éolienne. Donc c'est important qu'il soit bon dans tous les domaines, ce qui n'est pas forcément légion, je dirais, en termes de compétences sur le marché. Le deuxième point pour ces métiers-là, c'est le côté contrainte. Non seulement il faut qu'il soit bon dans plusieurs domaines, mais en plus, il faut qu'il soit capable de monter en éolienne et potentiellement d'en redescendre en rappel si toutefois il se passait quelque chose et qu'il devait évacuer en urgence. Et de la même façon, demain sur les parcs éoliens offshore, donc en mer, il faudra aussi qu'ils puissent accéder via bateau sur ces domaines-là. Donc, c'est des contraintes qui ne sont pas nécessairement liées à la formation de la personne, mais qui sont néanmoins à prendre en compte dans l'évolution des métiers. Donc ça, c'est plutôt pour la partie éolien, technicien de maintenance, pardon. Sur la partie usine du Havre, aujourd'hui, on a plusieurs métiers sur cette usine, mais on a une activité principale qui est la production de pales, fabriquer les nacelles et les pales pour l'éolien. Alors les pales, c'est des ensembles hein, qui font, pour les premiers qui vont être produits au Havre, 75 mètres de long minimum et 81 mètres de long maximum pour l'instant. On est dans le futur sur des pales qui font 108 mètres de long, mais pour l'instant, on est encore sur ces prototypes-là. 75 mètres, c'est déjà très très long. 75 mètres sur lesquels les salariés installent de la fibre de verre, du bois de balsa et infusent de la résine. Donc ça, c'est des métiers qui a priori n'existent pas spécifiquement, en tout cas qui n'existent pas en grand volume. Ça peut être des métiers qui sont proches parfois du côté de la fabrication de bateaux de tourisme, mais pas dans des dimensions comme celles que l'on évoque. Alors ce sont des nouvelles compétences, parce que on n'a pas ça en France. Alors, on a nos concurrents qui ont ouvert une usine aussi du côté de Cherbourg, qui ont cette problématique-là, mais globalement, on est les deux premiers en France à faire ce genre d'activité, et ce sont des compétences qui n'existent pas sur le territoire. Il n'y a pas de formation qui sont liées à ça, et au-delà de cet aspect-là, on ne ressent pas nécessairement le besoin d'avoir des formations qui soient développées sur le territoire pour ça, puisque nos recrutements se font sans qualification, c'est-à-dire qu'on utilise la méthode de recrutement par simulation avec Pôle emploi pour pouvoir recruter nos différents salariés, et on les forme nous-mêmes par la suite. Alors, on vient de démarrer cette usine, on l'a démarré en mars. Pour le démarrage, on avait
créé notre propre centre de formation à l'extérieur. Maintenant que l'usine est en mode de fonctionnement, on a fermé notre centre de formation et on forme directement les opérateurs sur leur métier, sur le poste de travail. Donc dans celui-ci, dans cet axe-là, on n'a pas nécessairement besoin de formation extérieure. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. D'ailleurs, j'en profite parce que je vois que le nom de l'entreprise est demandé pour répondre immédiatement, donc Siemens Gamesa. Et on va passer à la thématique 5 sur la mobilité. Je vais laisser Stéphane en parler. Donc, très rapidement, à cause du temps, pour parler de la mobilité. Sur la mobilité, nous sommes intéressés à 3 branches. La branche des services de l'automobile, la branche des transports routiers et la branche de la logistique. Donc, tout à l'heure, Fanny parlait d'anticipation. Ces 3 branches ont vraiment anticipé en ce qui concerne les compétences et les besoins en formation sur les métiers en lien avec la transition écologique. Donc, vous avez par exemple, en ce qui concerne les mécaniciens, que ce soit des mécaniciens auto ou de camions qui sont aujourd'hui formés pour intervenir sur des véhicules électriques. La formation existe sur nos 3 régions. Nous n'avons pas constaté de déficit en termes de formation sur les métiers de mécaniciens. Pareil en ce qui concerne les métiers de conducteurs routiers, qui, eux, vont contribuer aux enjeux de transition écologique en pratiquant l'éco-conduite. Mais l'éco-conduite est associée aux formations des conducteurs routiers comme formation, module de formation obligatoire aussi depuis plusieurs années. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà dans ces secteurs. La formation prend bien en compte les enjeux de transition écologique. En ce qui concerne le métier de responsable de site logistique, aujourd'hui, le principal enjeu, c'est l'optimisation des trajets pour 2 raisons. Une raison économique et une raison de transition écologique. Donc, le fait d'optimiser les trajets va permettre une réduction du carburant utilisé. Donc, l'entreprise derrière arrive à réaliser des économies et en réduisant les trajets, en réduisant l'utilisation des carburants, l'environnement, cela a des effets positifs aussi sur l'environnement. Donc, voici ce que je pouvais dire en ce qui concerne la mobilité. Pas de réel besoin en formation. C'est un secteur qui a assez anticipé sur les besoins en termes de compétences, qui a bien anticipé aussi les évolutions de métiers. Donc, je pense que nous terminons la phase de présentation des résultats de l'étude et aussi des témoignages d'entreprise. Si vous le permettez, nous pourrons maintenant passer aux différentes questions. Peut-être pour commencer, merci beaucoup pour toutes ces interventions très éclairantes qui donnent à voir un peu l'impact de la transition écologique sur vos activités et vos métiers. Et merci à l'équipe du réseau des CARIFOREF et des différents CARIFOREF pour le travail mené. Peut-être pour lancer la salle de questions, là c'est quand même une synthèse de pas mal de questions que j'ai vu revenir sur le chat. Certains ont répondu, notamment dans les entreprises, mais peut-être sur le bâtiment qui est intervenu en premier, et il y a eu pas mal de questions là-dessus aussi, mais aussi pour les autres intervenants. Concrètement, dans votre activité, comment est-ce que vous êtes arrivé à objectiver l'évolution des compétences nécessaires? Vous faites beaucoup le lien entre l'impact sur votre activité économique et puis les répercussions sur l'activité de travail, mais derrière, comment est-ce que vous qualifiez ces évolutions-là? Comment vous organisez la montée en compétences de vos salariés? Et est-ce que ces enjeux sont aussi maintenant des critères, en tout cas retenus dans les modalités de recrutement? Je ne sais pas, je peux commencer à répondre sur la question de la montée en compétences des salariés. D'abord, nos partenaires privilégiés sont les centres de formation des apprentis sur la formation initiale. Évidemment, quand on vit des mutations comme ça, il s'agit aussi d'accompagner les collègues déjà présents, les personnes déjà présentes, et même d'accueillir des personnes en reconversion. Et donc, les profils d'accompagnement sont très différents. Donc, pour prendre le cas de Macoré, on a 28 apprentis sur 230 salariés. Parallèlement, on travaille avec les CFA. On vient par exemple de co-créer avec plusieurs acteurs du territoire une section couverture localement parce que on manquait de couvreurs et que le problème était tout simplement pour des jeunes de se déplacer à quelques kilomètres, mais ça faisait trop loin.
y compris d'y être logés. Donc, on a réussi très facilement, finalement, on avait des doutes, on a rempli une section de couverture de 17 apprentis cette année. Parallèlement, on travaille avec des réseaux d'éco-construction solidaire comme Ecobat sur le territoire des Pays de la Loire, mais Ecobat est aussi présent dans le centre, en Bretagne, etc. Et en interne, on vient de mettre en place depuis le 29 août, depuis la reprise d'après les congés, une réorganisation de production totalement orientée justement sur l'accompagnement de la montée en compétences, en mettant sur le terrain des managers qui jusqu'à présent étaient dans l'organisation de la planification et de la mise à disposition des ressources. Et donc ça, on l'a ressorti du champ du management de métier en mettant en place une direction de la chaîne logistique globale afin que les managers soient vraiment concentrés sur la compétence et le métier en étant présents sur le terrain au sein des équipes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lebeau. Peut-être d'autres réactions parmi les intervenants? En ce qui concerne l'éolien, je l'ai évoqué, sur la partie usine, on forme nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on prend en charge la formation directement les opérateurs. Et sur la partie maintenance, aujourd'hui, on met en place des programmes de formation approfondis, notamment en partenariat avec les différents AFPI, qui sont des organismes issus de l'Union des industries de la métallurgie, de façon à pouvoir justement renforcer l'intégralité des compétences nécessaires pour pouvoir intervenir sur nos machines. Merci beaucoup. Et on a une question notamment sur les besoins de montée en compétences sur l'agroécologie, ce qui me semble qu'ont été identifiées pas mal de compétences nouvelles notamment. Donc, comment est-ce que cet accompagnement de la compétence est représenté, précisé dans ce secteur? Si je peux me permettre d'intervenir, et puis je vous passerai la parole, Monsieur Moreau, et je parle évidemment sous votre contrôle. J'avais évoqué l'idée qu'on utilise de moins en moins de biocides chimiques, pour le coup, et que notamment en Pays de la Loire, ça se manifestait par une utilisation d'appareils de désinfection à la vapeur, pour éviter justement qu'on ait des mauvaises herbes, des champignons ou encore des espèces invasives. Concrètement, cette désinfection à la vapeur, comme je le disais, elle est très émettrice de gaz à effet de serre, et c'est une solution de repli. On a une impasse technique et il y a des pistes envisagées, mais qui ne sont pas toutes viables, en tout cas sur le maraîchage. On peut avoir des intercultures où concrètement on fait pousser par exemple des céréales entre deux cultures de légumes. C'est envisageable parce que ça diminue la pression parasitaire sur le sol. Par contre, il s'avère que pour des raisons économiques, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas au niveau du maraîchage, c'est pas forcément rentable parce qu'il y a des charges très élevées et qu'une exploitation maraîchère doit tourner avec le plus possible de cultures de légumes pour vraiment être rentable. Donc il y a une pression qui est assez phénoménale du point de vue économique. Il y a des choses qui ne sont pas forcément envisageables du point de vue mécanique et du point de vue machine pour désherber et pour travailler le sol pour toutes les cultures. Sur le maraîchage, il y a une certaine densité des semis qui fait que c'est pas forcément utilisable pour toutes les machines, mais il y a toujours du recherche et du développement dans ce sujet-là. Et un autre sujet, mais sans forcément que ce soit de la fiction, mais qui est envisagé, on aurait potentiellement des pistes de symbiose entre des champignons qui permettraient d'amender un peu le sol et les plants légumiers afin de renforcer naturellement les défenses des légumes. Bon, ça, c'est une piste qui est envisagée, mais toujours est-il qu'à court terme, on n'a pas vraiment de solution qui serait viable. Donc voilà pour quelques pistes de montée en compétences. Encore une fois, aujourd'hui, on est dans une impasse, mais on envisage. Et peut-être, Monsieur Moreau, si vous avez peut-être des choses à compléter par rapport à votre intervention et la mienne. Non, ça va aller dans votre sens, et je vous rejoins aussi notamment sur la couverture des sols qui nous est obligatoire depuis comme de nombreuses années. Et donc déjà la couverture des sols en hiver hors culture, on va dire d'automne, c'est des choses qu'on pratique déjà depuis de nombreuses années. Ensuite, on a pour la même chose, des intercultures. Donc, l'interculture a un but, c'est on va dire un piège à nitrate, comme on peut l'appeler vulgairement. Donc, elle est censée pousser rapidement et donc capter les résidus d'engrais qu'il peut y avoir dans le sol. Et elle a un avantage, elle restitue aussi
au sol, on va dire en hiver, pour la culture suivante. L'agroécologie, on est rentré dans cette démarche-là depuis, on va dire, depuis de nombreuses années. On est formé pour ça, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, par le biais de la Chambre régionale, où on a un panel de formations. Bien souvent, c'est pas les formations qui nous manquent. En tout cas, pour notre partie agricole, c'est plutôt le temps qui nous manque. Et ce décalage, je suis sûr qu'on est... c'est plutôt le temps. Et c'est la même chose après pour nos salariés. Nos salariés nous sont formés en partie sur l'exploitation pour la partie salariée. Pour l'apprentissage, ils sont en centre de formation et le reste après en entreprise où ils peuvent monter en compétences. Mais aujourd'hui, oui, c'est ça, c'est plutôt le manque de temps, ou on va dire le manque de main-d'œuvre, qui nous empêche à la rigueur d'optimiser au mieux toutes ces formations. Monsieur Dagnon, je vois que vous levez la main. Oui, c'était pour répondre à la question, parce que sur le contexte pour l'éco-construction et le réemploi, ce qui est très particulier, c'est que un certain nombre de rapports, il y a quelques années, évoquaient le fait que ces choses-là allaient arriver. C'est en train d'arriver, on commence à y être. Et en fait, il y a un décalage qui se fait aujourd'hui entre l'offre de formation sur ces thématiques-là et du coup, les besoins des entreprises. Par exemple, si je prends sur l'éco-construction, l'éco-construction via des matériaux industriels, il n'y a pas grand-chose de nouveau, parce que les industriels adaptent leurs produits pour qu'en gros les poseurs n'aient pas de compétences nouvelles sur la mise en œuvre. En gros, c'est les mêmes techniques, grosso modo, de pose de ces matériaux d'isolants. Par contre, c'est tout ce qui est, comme j'en parlais tout à l'heure, sur la pratique plus artisanale. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec l'arrivée de la réglementation environnementale, donc la RE 2020, et aussi tous les objectifs de décarbonation du bâtiment, il y a de plus en plus de chantiers qui amènent des techniques différentes à être mis en œuvre, et que sur certains chantiers, c'est assez compliqué d'avoir les personnes compétentes pour ça. Et du côté du réemploi de matériaux, la REP, donc PMCB, donc la REP bâtiment, qui va arriver là au 1er janvier 2023, va aussi énormément influencer le développement du réemploi et sa massification. Et pour l'instant, on ne sait pas exactement comment ça va se mettre en place. Pourtant, c'est dans quelques jours, mais on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on sait que ça va influencer beaucoup de choses. En tout cas, il y a une prise de conscience qui commence à arriver, en tout cas pour un certain nombre de quelques CFA en France qui commencent à s'interroger là-dessus, et qui intègrent petit à petit des contenus très généreux sur l'économie circulaire. Et l'enjeu, c'est que des gestes professionnels soient aussi amenés à la fois dans l'éco-construction et à la fois dans le réemploi de matériaux. Et je finirai juste sur une chose, parce que j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat à propos de l'AFEST, donc l'action de formation en situation de travail. En tout cas, c'est quelque chose que nous, on a bien repéré comme modalité de formation, qui a pu déjà être mis en œuvre dans des formations intra, mais qui manque encore à se développer, à se faire connaître par les entreprises comme modalité de monter en compétence des salariés. Par contre, le fait d'utiliser le chantier comme support de formation pour ce qui concerne le réemploi de matériaux, c'est indispensable aujourd'hui, parce que les plateformes techniques sont inadaptées aujourd'hui pour la formation au réemploi de matériaux, et que c'est très compliqué d'en adapter aussi. Du coup, on est beaucoup plus à former en situation réelle, ce qui complexifie la mise en place de certaines formations. Mais voilà, en tout cas, c'est un des enjeux de s'inspirer de la FEST et des modalités qui sont utilisées pour la FEST. Je confirme, on pratique aussi la FEST. Ça reste complexe pour des personnes qui sont du terrain, qui souvent ont eu des difficultés dans le cadre classique de l'école, à prendre le recul et à faire tous les travaux nécessaires à acquérir la compétence de devenir formateur et de faire la FEST. Mais c'est un super outil. Merci beaucoup pour ce feedback. Je ne sais pas si parmi les autres intervenants, il y en a qui mobilisent ou ont un avis sur la FEST ou d'autres modalités, peut-être aussi de formation, qui permettraient de rapprocher l'offre existante des besoins en entreprise.
Non. Bon, on va passer peut-être à 2 dernières questions avant de terminer. Sur le chat est revenue la question de la reconnaissance, c'est-à-dire que, enfin, en termes de montée en compétences, il y a pas mal de choses qui sont faites à l'intérieur de l'entreprise. Et comment est-ce qu'on assure aussi cette visibilité des compétences acquises, des évolutions en interne sur le marché externe? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour accompagner les entreprises, les salariés, les employés à valoriser aussi cette expertise, ces compétences acquises en interne sur le marché externe? Je vois M. Lebeau qui sourit. Ouais, en fait, ça dépend vraiment des sujets. Par exemple, on a été assez rapidement, nous, sur le BIM, au travers d'un des outils du BIM qui est Revit. Et il y a une espèce de mercato sur ces sujets-là. Et après, je remontais la chaîne dans mon esprit et je me disais, en vrai, une grosse partie des compétences, plus on avance, plus elles sont transverses et elles vont être liées au processus, à la coopération, à l'interconnexion des compétences au sein même d'une organisation. Donc, les collègues qui quittent l'entreprise en ayant été formés sur les métiers de la transition écologique, évidemment, ils partent avec tout ce qu'ils ont appris pour eux-mêmes, mais ils ne partent pas avec la mise en œuvre de ces compétences-là au sein d'une organisation. Et je pense que de plus en plus, c'est la compétence collective qui se développe. Et on peut partir avec la compétence de travailler dans un collectif, mais on ne partira pas avec la compétence collective de la structure qu'on quitte. Pardon. Et sur les enjeux d'attractivité, je pense que dans tous vos métiers, peut-être qu'il y en a quand même la plupart qui sont face à des tensions en matière de recrutement. Clairement, alors la base de la reconnaissance, c'est une reconnaissance qui démotive plus qu'elle ne motive, mais c'est le salaire, évidemment, et surtout dans un contexte d'inflation très forte. Donc, oui, il faut avoir des salaires attractifs. Mais plus que ça encore, ce qui compte, c'est les conditions de travail. Vécu à titre personnel, et je reviens sur l'idée du collectif, vécu en termes d'ambiance collective du travail. De plus en plus aussi de projets d'entreprise, de sens proposés au travail. Chez nous, on fait attention au fait que c'est tout à fait normal que des personnes viennent seulement pour gagner un salaire, mais il y a une logique aussi à ce qu'elles viennent pour se réaliser au travers d'un métier. Et dans un idéal, mais on ne vise pas ça pour tout le monde, il est souhaitable qu'elles se réalisent au titre du sens donné à l'action collective, au projet d'entreprise. Et la transition écologique, forcément que elle motive, elle agrège des désirs, des envies, et que c'est un élément moteur important de l'attractivité. Peut-être une réaction du côté de M. Moreau ou bien j'essaie de voir par rapport aux enjeux qui ont été identifiés tout à l'heure de Suez. Oui, moi je veux bien répondre pour Anthony Moreau. Donc forcément, j'en ai parlé de moi tout à l'heure sur le besoin de manœuvre sur tous nos activités, on va dire agricoles, hein, notamment sur l'élevage, parce que forcément, quand on parle de traite des animaux, c'est matin et soir, et puis c'est 7 jours sur 7. Et donc, moi et mon associé, on aspire aussi forcément à des temps de repos. On a tous les deux nos conjoints qui travaillent à l'extérieur, donc qui n'ont pas envie de passer leur week-end on va dire au cul des vaches, si je peux pas vulgairement. Donc, on a besoin, nous, de nos salariés, c'est vrai que participent au travail un week-end sur 2. Eh bien, faut trouver les candidats. C'est pas si évident que ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question du salaire, oui, elle doit être attractive. C'est pour ça aussi cette montée, on va dire, en compétences, et puis notamment sur l'aspect physique, en fin de compte, de notre métier. À partir du moment qu'on automatise de plus en plus, rend, on va dire, accessible et puis agréable le travail de nos salariés. Ça a énormément aussi évolué dans nos métiers. Merci beaucoup. Madame Coquelin, Monsieur Gomel, et peut-être après on pourra passer à la conclusion pour ne pas dépasser l'heure prévue.
concernant M. Gomel, il a dû partir il y a 5 minutes pour une urgence. Donc, Pas de souci. Est-ce que Madame Coquelin est encore parmi nous? Peut-être pas. Bon, bah, on va en profiter peut-être pour passer la main et conclure, vu qu'on arrive au terme. Je vous laisse la main, Cécile, notamment sur les suites par rapport à l'expérimentation. Oui, merci. Alors, je voulais juste, en fait, comme je savais que les échanges seraient assez riches, revenir juste sur quelques grands constats, en fait, de l'expérimentation. Là, pour le coup, indépendamment d'une territorialisation, pardon. Donc, je retiendrai 5 points, peut-être. Le premier, ce serait que ce qui a été noté dans ces trois expérimentations, c'est que la transition écologique induit une évolution des métiers en termes de compétences supplémentaires à acquérir selon l'activité de l'entreprise, mais il n'y a pas forcément apparition significative de nouveaux métiers. Donc ça, c'est une première chose qui était importante, surtout qu'on a beaucoup entendu dans les médias qu'il y avait plein de nouveaux métiers qui allaient se créer. Bon, a priori, là, l'expérimentation sur les petits échantillons qu'on a fait va pas vraiment dans ce sens. En revanche, et c'est mon deuxième point, sur la quasi-totalité des métiers, il y a des besoins en connaissances qui se font sentir. Donc ça, c'est assez clair. Le troisième point, ce serait de dire que les réglementations en faveur de l'environnement qui encadrent ces activités et les besoins des consommateurs sont davantage tournés vers des produits naturels et ce sont en fait a priori les principaux facteurs d'évolution des métiers. Donc c'est vraiment la réglementation et les besoins des consommateurs. Un troisième point même, plus général, ce serait de dire que globalement, dans tous les entretiens qui ont été faits auprès des délégations régionales des OPCO, des branches professionnelles, des pôles de compétitivité, etc., donc tous ces têtes de réseau sont complètement conscients des enjeux environnementaux et vraiment affichent une grande volonté d'y contribuer en accompagnant les entreprises. Ce qui n'était pas forcément le cas, notamment pour les OPCO qui ont dû se structurer il y a peu de temps et pour qui ça a été assez compliqué. Pour autant, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont en tête et pour lesquels ils investissent des ressources. Et enfin, dernier point, sur un même métier observé, on se rend compte qu'il peut exister des différences ou des nuances d'une région à l'autre. Donc là, sur l'aspect territorialisation, notamment en termes de nouvelles compétences ou de connaissances, mais l'expérimentation pour l'instant est trop petite pour pouvoir conclure ou trancher réellement sur il y a des vrais besoins différenciés selon les territoires, etc. On a des nuances, mais ce n'est pas assez pour pouvoir conclure sur le fait que, voilà, que c'est vraiment extrêmement prégnant. Il faudrait peut-être regarder d'autres métiers ou d'autres régions. Là, en l'occurrence, l'expérimentation ne permet pas d'infirmer ou d'affirmer l'hypothèse. Voilà. Et peut-être en termes, parce qu'il y en a pas mal qui demandaient quand est-ce que la publication serait disponible. J'espérais esquiver cette question. Visiblement, ce ne sera pas le cas. Merci, Mariam. Alors, en fait, a priori, pour le moment, cette expérimentation ne devait être diffusée qu'aux commanditaires. Elles sont en cours de finalisation pour les deux dernières qui finissaient là à la fin du mois, donc Fanny et David, Stéphane ayant déjà fini la sienne. Donc, on va remettre ces rapports acquis de droit. Et puis ensuite, on verra le retour qui en est fait. Et selon le retour qui en est fait, on publiera soit une synthèse sur les 3 régions, soit les 3 rapports. Mais pour l'instant, je peux pas vraiment conclure là-dessus puisque en fait, les commanditaires n'ont pas encore eu. En fait, vous avez la primeur des résultats avant eux. On devait avoir une réunion avec eux avant et ils l'ont annulée. Donc, malheureusement, voilà. Nous, cette réunion-là était déjà prévue, donc on l'a maintenue. Mais du coup, je peux pas donner ni de date, ni dire si vraiment les rapports exhaustifs seront accessibles pour l'instant. Ça va dépendre des commanditaires et ça, voilà. J'ai pas la main dessus.
Très bien. Désolée. De toute façon, voilà, enfin, peu importe l'issue, si jamais il y a une publication, on pourra le transmettre à l'ensemble des participants sans faute. Il y a pas de problème. Merci beaucoup pour tous ces éléments, pour cette 1h30 d'informations hyper éclairantes. Merci à tous les participants, vous avez été très nombreux. C'est vrai que d'habitude, on table sur une trentaine de personnes pour vraiment favoriser les échanges. Et là, il y a eu beaucoup de questions et on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Mais voilà, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions supplémentaires pour creuser quelques-uns des enjeux. En ce qui concerne donc France Stratégie et le réseau emploi compétences, nous, on va poursuivre nos travaux sur ces enjeux de transition écologique avec quand même une focale de plus en plus importante sur la transformation dans l'activité de travail et dans l'écosystème de travail, donc ce qui embarque tout ce qui est évolution des besoins en connaissance, évolution des gestes métiers, mais aussi évolution de l'environnement de travail. Et donc, on parlait des conditions de travail, ça reste quand même un facteur assez important. Et puis, identifier aussi quels sont les leviers, les réponses à apporter pour répondre à ces mutations, que ça passe par le développement des compétences, par la reconversion des professionnels ou encore l'orientation et les facteurs d'attractivité. Cette réunion thématique sera disponible en replay, donc on le remettra, on vous enverra le lien potentiellement aussi avec tous les liens qui ont été mis sur le chat et peut-être quelques slides. Et voilà, merci beaucoup d'y avoir assisté, merci beaucoup à tous les intervenants et puis au plaisir de vous retrouver dans le cadre d'autres réunions thématiques. Au revoir à tout le monde. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.